Bienvenue dans cette présentation de l'épreuve expérimentale du bac en physique-chimie, épreuve qui est parfois redoutée par les élèves. Je vous rappelle qu'elle apporte 4 points sur la note finale, d'accord? Elle compte pour 4 points, donc c'est pas négligeable. Alors qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir comment se préparer à cette épreuve. Autrement dit, comment maîtriser le programme officiel et les outils. Nous allons voir l'épreuve. Cela veut dire comment lire le sujet, il y a une méthodologie à respecter, comment utiliser son brouillon, quels sont les éléments de sécurité qu'il ne faut absolument pas négliger, et au travers de 2 exemples, on va voir qu'il faut à la fois être serein pour ces épreuves, et en même temps qu'il y a de la méthode pour répondre, maximiser la note, et aussi qu'il y a un intérêt, un vrai intérêt à faire une dizaine ou une vingtaine de sujets avant, au moins savoir à quoi ils ressemblent. Pour se préparer, donc, il faut d'abord maîtriser le programme officiel. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le programme officiel? Tout d'abord, il y a une partie qui s'appelle mesure et incertitude. C'est pas un chapitre à proprement parler, c'est plutôt une sorte d'outil. Un élève doit, quand il fait une manipulation, il doit être capable de réaliser des mesures, mais il doit être aussi capable de commenter les erreurs qu'il commet sur ces mesures. Tout ceci est rassemblé dans un document que j'ai créé, dans lequel vous allez retrouver toutes les notions qu'il faut maîtriser. Ce document, je le mets à votre disposition. De la même façon, dans le programme, il y a des formules à connaître et des formules qu'il faut savoir utiliser. La nuance est grande. Les formules à connaître pourraient ne pas vous être données pendant l'épreuve. Les formules que vous devez savoir utiliser vous seront forcément données, vous devrez simplement être capable de les exploiter. Eh bien, j'ai recensé la totalité des formules du programme de Terminal S, ainsi que les démonstrations exigibles, de façon à ce que vous puissiez vérifier que vous maîtrisez absolument toutes les formules à connaître. Et puis enfin, j'ai fait un travail que les élèves devraient faire eux-mêmes, mais très souvent, soit ils ne savent pas, soit ils ne prennent pas le temps. J'ai réalisé un ensemble de fiches de résumé pour chaque chapitre, dans lesquelles je reprends tout ce qu'il faut savoir, les points importants et les remarques. C'est une façon, au moment des révisions, lorsqu'on a un doute ou lorsqu'on cherche une information sur un chapitre, eh bien de retomber sur les exigibles et les explications. Pour se préparer, il va falloir maîtriser les outils. Ces outils sont les séances de TP qu'il vous reste, autrement dit le temps que vous avez encore jusqu'à la fin de l'année, les logiciels, la verrerie et les techniques classiques. Alors, tous ces éléments, je vais les développer maintenant. Alors, au niveau des séances de TP, le temps libre qu'il vous reste, il faut absolument que vous utilisiez vos dernières séances jusqu'au bac, jusqu'à l'épreuve même de CE. Il faut que vous utilisiez vos séances pour vous dire, voilà, on m'a donné un sujet, mais qu'est-ce que ça aurait pu être le jour de l'ECE? Il faut que vous vous mettiez dans la peau d'un élève qui est en train de passer l'épreuve, éventuellement que vous demandiez au professeur, par exemple, on est en train de faire un TP sur la diffraction, vous demandez à votre professeur quelles pourraient être les questions, à quoi ça pourrait ressembler, quels sont les pièges auxquels on peut s'attendre. Et donc il faut vraiment utiliser toutes ces dernières séances pour peaufiner ça. Il faut aussi utiliser ces dernières séances pour maîtriser absolument vos logiciels. Alors des logiciels qui peuvent dépendre du lycée dans lequel vous êtes, mais parmi ces logiciels, vous avez les logiciels de traitement de données. Ça peut être Regressi, ça peut être Lattice Pro. En gros, ce sont les logiciels qui, lorsque vous mettez des données, vous permettent de trouver un modèle et vérifier si vous avez une fonction linéaire, une fonction affine, éventuellement trouver une accélération, faire un dosage. Donc vous avez des données, ils vous servent à les traiter. Vous devez maîtriser ces logiciels parce que vous avez un fort pourcentage de chances d'avoir à les utiliser. Vous avez aussi les logiciels de pointage vidéo, comme Avimeka par exemple, mais Lattice Pro le fait. Si vous avez un exercice, une ECE de mécanique, vous avez de grandes chances de devoir faire un pointage vidéo. Donc autant maîtriser votre logiciel, cela vous fera gagner du temps et
et vous serez beaucoup plus serein. Et puis enfin, il y a d'autres logiciels moins habituels, comme Audacity, ou même des logiciels que vous n'aurez jamais utilisés pendant l'année. Alors surtout, ne stressez pas, parce que si c'est le cas, vous aurez au minimum une fiche technique, et surtout, le sujet sera fait de telle sorte que finalement on va énormément vous guider. Alors maîtriser les logiciels est très important, mais en chimie, il faut surtout maîtriser la verrerie. Et quand on dit maîtriser la verrerie, c'est d'abord savoir la nommer. Il faut savoir ce qu'est un Erlenmeyer, un Becher, une ampoule à décanter, une burette, une pipette. Il ne faut pas les confondre. Il faut être capable à la fois de les nommer et si on les nomme dans un sujet, vous de prendre la bonne verrerie. Ce qui est peut-être le plus important, c'est être capable de choisir la verrerie en fonction de l'usage. Je m'explique. On peut vous demander de mesurer un volume à peu près. Par exemple, on va vous dire prendre environ 100 ml d'eau. Alors bien entendu, si on vous demande de prendre un volume environ, il ne faudra surtout pas prendre une éprouvette, surtout pas. Il faudra prendre un appareil qui mesure un volume environ, c'est-à-dire un bécher, par exemple. D'accord ? Donc, si le volume n'est pas précis, on prendra une verrerie qui ne l'est pas. Si par contre le volume est précis, à ce moment-là, on va choisir l'appareil adapté, la pipette, la fiole jaugée, la burette. Mais comprenez bien c'est la même erreur de prendre un bécher pour mesurer un volume précis que de prendre, par exemple, si on vous dit prendre environ 100 ml et que vous le prélevez avec une fiole jaugée, c'est une erreur aussi. D'accord ? Trop précis ou pas assez, ce sont deux erreurs totalement similaires. Donc il faut être capable de choisir la bonne verrerie et l'adapter à la situation. Et puis, enfin, il y a la partie précision. Cette précision, vous devez être capable de la repérer. Donc par exemple ici, j'ai la photo d'une burette graduée. Vous devez être capable de repérer le volume, 25 ml, et la précision, plus ou moins 0,05 ml, ce qui va vous donner la précision de l'appareil. Voilà. Si ensuite vous avez un calcul d'erreur ou d'incertitude à faire, vous savez quelle est la précision. Vous devez pouvoir donc la repérer soit directement sur la verrerie, soit sur un document qui vous est fourni. Alors, pour ce qui est de l'épreuve, il faut d'abord bien lire l'épreuve, savoir comment la lire. Et là, il y a une méthode que j'utilise avec mes élèves et qui pour moi est fondamentale. La première chose, c'est de comprendre quel est le lien entre le temps et la note que vous pouvez obtenir. Je vous ai placé ici un tableau qui explique comment un professeur va noter. Il a 3 compétences à évaluer. Par exemple ici, la capacité de l'élève à analyser le sujet, donc autrement dit à comprendre ce qu'on lui demande de faire, sa capacité à réaliser, c'est-à-dire faire la manipulation, faire les mesures, et sa capacité à valider, donc commenter son résultat, conclure, éventuellement voir quelle est l'erreur commise. Vous voyez qu'il n'y a pas le même coefficient qui est affecté, mais si vous regardez bien surtout, vous voyez qu'il y a un total de coefficients de 6. Un total de 6 coefficients et l'épreuve dure 60 minutes. Cela veut dire que 10 minutes conseillées pour répondre à une question correspond à un coefficient 1. Mais si vous regardez bien ici, ça veut dire aussi surtout que la partie réalisée coefficient 3 sur un total de 6, eh bien cette partie-là, elle est fondamentale. Et si jamais vous la réussissez parfaitement, autrement dit si vous avez A, eh bien même si vous ratez tout le reste, regardez, imaginons que vous ayez A dans la partie réalisée, et vous avez le minimum dans l'analyse, le minimum dans la validation, eh bien vous avez 12 et non pas 10. Donc il faut bien comprendre que plus on affecte du temps à une question, plus cette question va être bonifiée. Et la bonification est directement liée au temps. Par exemple, on peut voir ici qu'on a
un protocole expérimental, on vous demande de proposer un protocole expérimental, 20 minutes conseillées, cela veut dire qu'il y aura un coefficient 2, ce qui est quand même important. Donc il faut s'appliquer, on ne vous demande pas ici de réaliser, on vous demande juste de proposer le protocole. Eh bien il va falloir penser à toutes les erreurs à ne pas commettre dans la proposition d'un protocole. Donc pour lire le sujet, déjà j'ai identifié où étaient les points. Sur une lecture diagonale, j'ai vu qu'il y avait 3 parties, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, je sais où sont le maximum de points. Deuxième partie, j'identifie le but de l'ECE. Sur la première page, il y a toujours en bas une phrase en gras sur laquelle est écrite « Le but de cette épreuve est ». Et donc, derrière, vous savez ce qu'on attend de vous. Ici, on attend que vous mesuriez une vitesse et un angle, puis que vous discutiez de la valeur obtenue. C'est très important parce que parfois, dans le but, eh bien, quasiment on vous décrit la totalité du TP. Et quelqu'un qui a bien lu quel est le but du TP, il sait vers quoi il doit aller, et donc ça va le guider. C'est un peu son chemin principal, sa trame. Il sait qu'il ne doit pas trop s'écarter de ça, et il sait quel objectif il doit atteindre. Et enfin, quand vous lisez une question, il est important d'identifier les verbes d'action. Trop d'élèves ne le font pas. Prenons cet exemple. En utilisant les documents, proposez la marche à suivre. Il est bien inscrit de proposer une marche à suivre, et il n'est pas écrit de réaliser la marche à suivre. C'est complètement différent. Or, certains élèves vont penser qu'il faut qu'ils mettent en œuvre, alors qu'on leur demande juste de proposer une façon de faire. Donc, perte de temps, en plus on ne répond pas au sujet, donc ça peut vite être catastrophique, donc il faut absolument bien lire les verbes d'action. Et là, si vous avez bien lu le premier verbe d'action, où il faut proposer la marche à suivre, vous voyez qu'on vous dit au départ qu'il faut le faire en utilisant les documents. Un élève qui proposerait une manipulation mais qui ne s'appuierait pas sur les documents serait partiellement hors sujet. Donc il faut être très attentif à bien lire les questions, verbes d'action et les compléments. C'est la même chose pour l'épreuve écrite. Alors j'ai parlé du brouillon, ça paraît bête. Et pourtant, combien d'élèves n'utilisent pas leur brouillon ou mal? Pour moi, il y a quelque chose d'essentiel. Lorsque vous rentrez dans votre épreuve, que vous avez lu le but de l'épreuve, que vous avez dégagé la partie de laquelle cette épreuve, la partie que traite cette épreuve, par exemple la diffraction, eh bien, rapidement sur votre brouillon, vous notez toutes les idées et tout ce que vous avez en tête à propos de ce chapitre. Vous détaillez pas. L'idée, c'est plutôt de dire, voilà, tiens, on est dans la diffraction, il y a une formule à connaître, θ égale lambda sur A, je la note tout de suite. Et je sais qu'en diffraction, il y a un élément très très important, c'est que la tâche centrale est de largeur double par rapport aux autres. Et je sais que forcément, il y aura une question là-dessus et je dois y être attentif. Vous notez très rapidement ça, ça vous permettra pendant l'épreuve, lorsque vous êtes un petit peu dans le doute, de regarder votre brouillon et de repartir sur de très bonnes bases. L'autre élément important, c'est la sécurité. Alors la sécurité, c'est ce qui va faire qu'un élève qui a très bien manipulé, en réalisation, au lieu d'avoir A, peut avoir un B. Parce que si vous êtes en chimie notamment, c'est la partie la plus délicate, si en chimie vous commettez une erreur de sécurité, le correcteur peut vous pénaliser très rapidement. Et donc on va penser toujours aux mêmes éléments. En chimie, on va se protéger. C'est la première chose. On va protéger, les élèves vont penser très souvent à protéger leurs vêtements. Ils vont mettre une blouse, ils vont mettre des gants, ils vont attacher les cheveux. Bon. Mais n'oubliez pas que l'élément le plus important, c'est vous. Et quand je dis vous, en chimie, ce sont vos yeux. Donc les lunettes sont un élément important, et une erreur que je constate chaque année, on a beau le dire aux élèves, c'est quelque chose auquel, dans le feu de l'épreuve, ils ne pensent plus, eh bien ce sont les lunettes. Et les lunettes, l'erreur fondamentale chez les élèves, c'est lorsqu'ils ne les utilisent pas, ils les mettent sur la tête comme on mettrait des lunettes de soleil. Et le problème, c'est que lorsqu'ils vont revenir sur la manipulation, ils ne vont plus penser à leurs lunettes. Donc le conseil que je vous donne, et très franchement, ça va vous éviter de gros problèmes, c'est que chaque fois que vous n'utilisez pas vos lunettes,
vous les déposez devant les réactifs qui sont sensibles ou devant l'appareil pour lequel vous aurez besoin de ces lunettes, par exemple devant la burette graduée. Du coup, quand vous allez devoir manipuler, si vous avez posé vos lunettes sur l'agitateur magnétique par exemple, eh bien vous ne pourrez pas utiliser l'agitateur magnétique sans mettre les lunettes. Voilà, c'est une façon d'y penser. Surtout, n'oubliez jamais que vos lunettes, vous les mettez pendant les manipulations, mais lorsque vous allez nettoyer votre paillasse et aller vider vos produits dans les poubelles déchets, il faudra avoir vos lunettes. C'est un élément, un moment pendant lequel il y a risque de projection. Donc faites très attention à ça. Bien entendu, vous dégagez les lieux autour de vous, vous ne mettez pas de sac dans le passage, vous ne vous asseyez pas pendant la manipulation, bref, vous respectez les conditions de sécurité en chimie. Pour les gants, pour ce qui est des gants, ça peut dépendre des examinateurs. Des élèves mettent les gants en début de manipulation, les gardent pendant toute la séance et les enlèvent à la fin. Pour moi, c'est une erreur. Si vous mettez un réactif sur les gants et qu'après vous prenez votre stylo, vous allez toucher le stylo avec les gants qui peuvent avoir du produit, vous allez ensuite mettre le stylo à la bouche. Donc normalement, les gants, on ne devrait les avoir que pour la manipulation et on devrait les enlever. Donc, certains examinateurs, dont je fais partie, considèrent que s'il n'y a pas de risque, avec des concentrations trop fortes, il vaut mieux ne pas avoir de gants, par exemple avec un acide à 0,1 mol par litre, il vaut mieux ne pas avoir de gants. Comme ça, si une goutte d'acide tombe sur votre doigt, vous le sentez, par le froid que ça va faire, vous allez vous rincer les mains, il n'y a plus de problème. Si vous en versez sur les gants, vous n'allez pas le sentir, et vous risquez ensuite de vous toucher le visage, ou les vêtements, ou tous les autres objets. Donc, éventuellement, n'hésitez pas à rentrer en dialogue avec l'examinateur pour lui dire « j'ai des solutions qui sont très peu concentrées, est-ce que je peux ne pas mettre de gants tout en étant attentif ?» Vous pouvez poser la question. S'il vous dit, écoutez, vous faites comme bon vous semble, à ce moment-là, ça veut dire mettez vos gants. Voilà. Donc, en chimie, on va dire que la sécurité est un paramètre qui peut être le plus pénalisant. En physique, très franchement, hormis le laser, il y a peu de risques. Oui, vous pouvez vous blesser avec une équerre, vous pouvez vous planter une règle dans l'œil, mais clairement, le danger en physique, c'est l'utilisation du laser. S'il y avait un montage d'électricité, ça pourrait être aussi une source de danger, mais vous n'en avez pas, ou quasiment pas. Donc bien penser au laser. Si j'ai un laser, je dois mettre des lunettes de protection, et surtout, je ne suis pas Luke Skywalker, là, je ne joue pas avec le laser comme avec un sabre, je ne vise pas des vitres, des éléments qui sont réfléchissants, voilà, je fais vraiment attention à ce que je fais. Sécurité, paramètre important qui peut être très pénalisant. Au niveau des techniques en chimie, vous devez maîtriser certaines techniques. La dilution. Une dilution ne se fait pas n'importe comment. Il y a un vrai protocole, donc il faut réviser ce protocole de dilution. J'en parle dans les vidéos qui concernent ces sujets-là. Pour la dissolution, c'est la même chose. Il y a un protocole à respecter, il faut être assez rigoureux. Pour les dosages, il faut absolument que vous maîtrisiez les trois principaux types de dosages, qui sont les dosages pH métrique, conductimétrique et colorimétrique. Ces trois dosages ont un fonctionnement similaire sur le plan du calcul, mais pour déterminer les équivalences, il y a de fortes nuances. Donc ce sont des nuances que je développe dans les vidéos, mais il est bien important de ne pas traiter un dosage pH métrique comme un dosage conductimétrique. Et il y a des choses qui sont attendues dans chacun de ces dosages. Si on a un dosage pH métrique, on sait pertinemment ce qu'on va nous demander, et on sait à quoi on doit faire attention. Donc il faut maîtriser la part dosage. En chimie, ça représente quand même une forte proportion des sujets. Et puis vous avez le prélèvement. Comment prélever une solution ? On voit encore beaucoup trop d'élèves qui viennent pipeter directement dans le flacon de réactif. C'est une erreur qui peut être très très lourdement pénalisée en réalisation. Un élève peut facilement passer de A à B ou de B à C simplement parce qu'il pipette directement dans les flacons. Ça fait partie des énormes erreurs commises par les élèves, donc grosse vigilance à avoir. Alors, je vais quand même vous montrer qu'il faut dédramatiser ces ECE. Et pour ça, on va regarder un sujet
sujet numéro 21. Et dans ce sujet, on me demande, vous voyez, je repère mon verbe d'action, de déterminer un intervalle de confiance d'une série de mesures réalisées. Alors regardez bien ce qui se passe. On a un énorme document qui pourrait faire paniquer. Je dois déterminer l'intervalle de confiance. Alors regardez, c'est assez rigolo parce que intervalle de confiance, des fois qu'on ne soit pas capable de lire, on nous l'a mis en jaune. Donc le résultat V0 s'exprime par l'intervalle de confiance. Donc on nous a donné l'expression de l'intervalle de confiance. Donc on voit que pour calculer cet intervalle de confiance, nous avons besoin de cette valeur-là, qui est la valeur moyenne. Oh, elle est indiquée ici. Donc déjà, j'ai la valeur moyenne. Et puis, il nous faut un autre élément. On va changer la couleur pour y voir un peu mieux. Il nous faut U de V0, qui est l'incertitude de répétabilité. Que vaut cette incertitude de répétabilité? Son expression est donnée ici. Ok. Alors, l'expression est donnée. On va aller chercher les éléments. Il nous faut donc la valeur de K. Ah, K, qu'est-ce que c'est? C'est le facteur d'élargissement. Ok, il est donné ici. Et on nous dit que le facteur d'élargissement pour une série de n mesures, pour un niveau de confiance de 95%, est donné dans le tableau ci-dessous. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mesures. 10 mesures, K vaut 2,26. Donc on a la valeur de K. Il nous faut une autre valeur, qui est l'écart type. Cet écart type, sigma V0, on le retrouve ici. Donc on a K, on a V0, et on sait qu'on a 10 mesures, donc racine de 10. Notre problème est terminé. On sait que la vitesse V vaudra la valeur moyenne 10,4, plus ou moins le calcul qu'on va mener. Voilà un énorme document dans lequel tout est fourni. Il suffit de savoir lire, de bien repérer le verbe d'action et de bien repérer ce qu'on me demande. Donc un exemple pour vous montrer que même quand le sujet vous paraît monstrueusement compliqué avec un document qui contient plein de choses, si vous êtes méthodique, ça se traite en quelques minutes. Cette question-là, on doit avoir un temps conseillé de 10 à 20 minutes pour y répondre. Vous imaginez, j'ai fait ça en 1 minute 30 en vous expliquant. Un autre sujet pour vous montrer ce qui peut se passer pendant une épreuve. Le sujet 23. Dans ce sujet 23, si on le lit rapidement, on nous indique un protocole de synthèse. Dans ce protocole de synthèse, je peux vous laisser le lire, mais on voit qu'il faut faire des mélanges, etc. Maintenir l'agitation, chauffer l'eau pendant 45 minutes. Vous avez une épreuve qui dure 1 heure. C'est tout simplement pas possible. Vous ne pouvez pas chauffer quelque chose pendant 45 minutes alors que l'épreuve dure 1 heure. Le temps que vous compreniez le sujet, que vous démarriez. Donc, déjà là, j'ai un indice fort qui me laisse penser que j'ai le protocole, mais il ne va pas falloir le réaliser. C'est tout simplement pas possible. Je ne peux pas le faire. Alors, si on regarde un petit peu le travail effectué, étude de la situation expérimentale, et on me dit, en exploitant quantitativement les résultats du dosage du document 2, j'ai toujours pas de verbe d'action, expliquer. On ne me demande pas de réaliser, on me demande d'expliquer. D'expliquer quoi? Eh bien, pourquoi le produit n'est pas commercialisable, Donc je dois l'expliquer, et je dois l'expliquer quantitativement, c'est-à-dire par le calcul avec des valeurs, en m'appuyant sur le document 2. Donc je n'ai ici pas de montage à réaliser. Partie 2. Donc là, c'était l'étude de la situation. Partie 2, proposer un protocole. Donc on me demande de proposer un protocole. Proposer, ça veut donc dire pas le faire. Ça veut dire comment je ferai mon protocole. Je vais proposer ce protocole expérimental, mais si vous regardez bien, on avait 20 minutes,
on avait encore 20 minutes. Autrement dit, il nous reste plus que 20 minutes. Je vous rappelle que dans le premier protocole, c'était 45 minutes de chauffage. Donc déjà, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir le faire, ce protocole qui est présenté. Passons à la suite. Mise en œuvre du protocole. Ah, alors là maintenant, il faut que je le fasse. Qu'est-ce qu'on me dit? Mettre en œuvre le protocole expérimental. Donc le mettre en œuvre, ça veut dire que je ne vais pas mettre en œuvre le protocole de synthèse, puisqu'il durait 45 minutes, j'ai pas le temps. Je vais juste mettre en œuvre le protocole que j'ai proposé précédemment. Et si je lis, c'était quoi le but? Proposer un protocole permettant de rendre commercialisable 2 grammes de solide obtenu. En réalité, il s'agissait plus ou moins de dissoudre et ensuite resolidifier pour récupérer le solide. Mais tout ceci est expliqué dans les documents. Donc, c'est pas parce que dans les documents, vous avez un protocole qui est décrit que vous aurez forcément à le réaliser. Mais par contre, vous vous rendez compte qu'une lecture précise avec méthode des verbes d'action est hyper pertinente et va vous faire gagner à la fois du temps et va vous déstresser. Défaire le montage et ranger la paillasse, à peu de choses près, la mise en œuvre du protocole consistait là à faire bouillir de l'eau et verser cette eau sur notre produit qui n'était pas pur. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut faire bouillir de l'eau avec une bouilloire, verser sur le solide, et vous avez fini votre protocole. Voilà à quoi ça se résumait. Donc c'est parfois extrêmement simple. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez cartonner à cette épreuve de CE, c'est pas compliqué. Suivez les conseils que je vous ai donnés en termes de préparation, et surtout, moi je pense que si vous arrivez à faire une douzaine de sujets bien choisis, vous allez couvrir pratiquement la totalité du programme des ECE, et vous n'aurez pas de surprise le jour de l'épreuve. Bon, à titre d'exemple, les élèves que j'encadre ont entre 16 et 17 de moyenne à cette épreuve. Pratiquement aucun élève a moins de 12. L'objectif clair, c'est d'avoir plus de 18, parce que si vous avez plus de 18, ça vous fait 4 sur 20 dès le départ à votre épreuve écrite, ce qui veut dire que même si vous faisiez une épreuve très moyenne à l'écrit, imaginons un 10 sur 20 à l'écrit, 10 sur 20, ça vous fera 8 sur 16, plus les 4, ça fait 12. Donc si vous faites un écrit moyen à 10 sur 20, votre note finale de bac peut être de 12. Bon, bien entendu, je ne parle pas des élèves avec qui on doit absolument viser le 20 sur 20 à l'épreuve finale de bac. Donc pour cela, c'est minimum 18. Mais que vous ayez 18, 19 ou 20 à l'épreuve expérimentale, de toute façon, ça vous fera 4 points pour l'épreuve écrite. Allez, bon courage, lancez-vous avec méthode dans votre préparation de CE et j'ai pas de doute sur votre réussite. Au revoir.